On va maintenant revenir sur ce que Justine, dans la table ronde, nous disait tout à l'heure sur le projet Muren. Et donc, pour parler du projet Muren, c'est Adrien O'Haraud qui va nous rejoindre. Alors, Adrien, pour sûr, c'est un des passionnés de robotique. Hier, quand on était en train de mettre en place le robot H1, c'est le dernier à être sorti de la salle. Et il a presque fallu dire, bon, Adrien, maintenant, il faut rentrer à la maison, on reviendra demain. Adrien, c'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de la robotique et des défis qu'ils ont à relever dans le domaine du nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le nucléaire qui constitue un défi? Hormis la paperasse, qui est conséquente, il y a le risque de contamination qu'on peut assimiler en fait à une sorte de grand coup de soleil, et le risque de contamination, qui est lui la problématique de ramener avec soi des particules radioactives et de du coup disséminer de la radioactivité là où on ne devrait pas y en avoir ou d'en ingérer. Et on retrouve ces problématiques sur les principaux sites nucléaires en France, et notamment au CEA de Marcoule, où c'est le site historique de production de la matière fissile pour la bombe nucléaire française. Et il faut savoir que c'est une activité qui, comme pas mal d'activités du nucléaire, génère pas mal de déchets. Et au fur et à mesure des années, en fait, le CEA de Marcoule a rempli ses casemates avec, comme vous pouvez voir, des dizaines de milliers de fûts de déchets radioactifs. Et il se trouve qu'en fait, ces déchets-là, ils datent des années 50. Et maintenant, ils n'ont plus tout à fait la même tête que ce qu'on pouvait voir à l'origine. Ce que je vous montre, ce sont des photos qu'on peut retrouver sur Internet, hein. C'est largement documenté. Et il se trouve que maintenant, l'exploitant a besoin d'évacuer ces déchets qui commencent en fait un petit peu à se déliter, à se corroder. Et il a commencé le travail avec la machine qu'on voit à l'écran, qui s'appelle une rascasse. Et si vous regardez un peu plus précisément, on voit une petite tache rouge un petit peu en haut, là, derrière le verre au plomb. Cette tache rouge, c'est un opérateur. C'est un humain qui a pour rôle d'aller dans les casemates qu'on a vues tout à l'heure, aller chercher un à un les fûts radioactifs et qui commencent à être corrodés pour qu'on puisse les retraiter. Donc il doit travailler à travers du verre au plomb dans son espèce de grande boîte de conserve métallique. Et il a très peu de marge de manœuvre pour voir simplement où est-ce qu'il se trouve du fait du verre au plomb et de par la structure du robot simplement. Et je vous laisse imaginer ce qui se passe quand la machine tombe en panne au milieu des casemates. Ben, il doit sortir avec ses propres moyens et courir. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas un job que j'aurais choisi. À la place, moi, ce que j'ai choisi comme job, ça a été, en sortant de l'école, d'aller travailler chez BCN, dans la cellule robotique et machines spéciales, et de concevoir le robot Gobi, qui est là, lui, pour résoudre la problématique de la contamination. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour aller assainir les sols, c'est un aspirateur téléopéré. On l'a bien dit tout à l'heure, hein, on ne fait que des machines téléopérées du fait des exigences clients et du risque sûreté qui est lié à cette manipulation. Et pour réaliser la deuxième tâche, qui est d'aller extraire les fûts radioactifs, on a créé une deuxième machine, parce que le CEA, a priori, a été plutôt satisfait de ce premier robot. Donc il nous a confié la conception, depuis la page blanche, du robot Muren, qui a, lui, pour objectif d'aller remplacer le rascassier que vous avez vu tout à l'heure, pour réaliser ces opérations de retrait de fûts radioactifs en toute sécurité, parce que c'est complètement téléopéré. Je vais vous laisser regarder une vidéo qui présente en détail le fonctionnement de la Muren, et je reviendrai un petit peu après. Si ça veut bien marcher.
Dans le cadre de la gestion des déchets historiques de Marcoule, le CEA a exprimé le besoin de réaliser la manutention de fûts radioactifs avec des moyens téléopérés innovants. Bouygues Construction Services Nucléaires a été choisi pour imaginer, concevoir, fabriquer et mettre en service, en collaboration avec les équipes du CEA, un robot taillé sur mesure. Ce robot a été baptisé Muren. La Muren est un engin de manutention de fûts téléopéré sans fil. Son bras télescopique permet de soulever des charges de 500 kg à plus de 4 mètres de hauteur. Elle pèse 11 tonnes, notamment du fait de son blindage qui permet de protéger ses composants électroniques de l'environnement radiologique. Destinée à évoluer dans des casemates exigus plongés dans le noir, la Muren est extrêmement agile du fait de ses dimensions. Relativement compacte, elle mesure 2 mètres de largeur sur 3,30 m de longueur. Équipée de 4 roues motrices holonomes, la Muren est capable de se déplacer dans toutes les directions. Très maniable, elle peut facilement translater ou pivoter sur elle-même. Un système intelligent de lidar détecte tout obstacle et réalise l'arrêt de la machine à 40 cm de celui-ci. La Muren embarque un système de batterie redondante d'une autonomie de plus de 8 heures. En fin d'exploitation, après avoir connecté la Muren à son poste de charge, le pilote lance la recharge des batteries. La puissance hydraulique est fournie par 2 groupes utilisant comme fluide de l'eau potable. Cela permet de répondre à 2 besoins vis-à-vis de la sûreté. Ces groupes sont redondants et utilisent un fluide non inflammable. D'autre part, la Muren est équipée de 2 systèmes incendie passifs utilisant du CO2 en protection des compartiments électroniques. La Muren peut utiliser plusieurs outils, comme la pince à fût, capable de soulever jusqu'à 500 kg. D'autres outils interchangeables peuvent être adaptés. Ils sont installés en téléopération à la demande. Par exemple, cette pince à mort parallèle. Quel que soit l'outil, le niveau radiologique de l'objet manutentionné est mesuré grâce à un capteur situé à l'avant de la Muren. L'opérateur de la Muren bénéficie d'un poste de conduite ergonomique et de 8 écrans de visualisation retranscrivant les retours caméra, l'état de l'engin, sa position, l'état du réseau sans fil. En cas de panne, la Muren est équipée de mode dégradé, sous forme d'interface embarquée, permettant, quoi qu'il arrive, la manœuvrabilité de tous ses organes. La redondance des systèmes de la Muren concerne les émetteurs sans fil embarqués, les groupes hydrauliques, le système de batterie. Un fût relais équipé d'un répéteur de réseau sans fil permet, le cas échéant, d'augmenter le rayon d'action du robot. Un poste de conduite de proximité dédié à la maintenance permet également le pilotage des sous-ensembles de l'engin et le diagnostic. Tout le travail autour de Muren, comme pour son grand frère Gobi, ça a été le résultat d'un extraordinaire et d'un exemplaire travail de qualification. Tout a été pensé, prévu en termes d'essai pour que ce soit exemplaire et que ça fonctionne du premier coup. Donc cette démarche de qualification, pour moi, est essentielle dans la manière dont on a travaillé avec Bouygues. On a des chantiers au CEA, un grand nombre de moutons à 5 pattes, qui sont des chantiers pilotes sur lesquels on peut tester un certain nombre de technologies. Ces technologies, et la Muren donc, est un de ces exemples, va servir de vitrine technologique, ou ce chantier va servir de vitrine technologique pour Bouygues, de manière à pouvoir aller conquérir des marchés à l'international. Et cet accompagnement des entreprises à l'international est aussi l'une des missions du CEA. Voilà. Et pour compléter ce qui a déjà été dit, on a continué nos partenariats avec le CEA et surtout le CEA List en co-réalisant les jumeaux numériques des 2 robots qu'on avait réalisés. Et comme j'ai été dénoncé tout à l'heure, c'est effectivement des sujets qui nous passionnent et qui nous passionnent tous dans la cellule robotique et machine spéciale de Rieux-la-Pape. Et je vous invite donc à prendre nos contacts pour approfondir en fait, ces sujets, et on sera ravis de vous répondre et peut-être même de vous faire une visite de la Muren que vous avez vue, qui est encore dans nos ateliers.
et on sera ravis d'essayer d'y répondre. La seule chose que je ne peux pas vous dire, c'est pourquoi est-ce que le CEA aime autant les poissons pour nommer ses robots. Ça, je ne sais pas. Je vous remercie. Grégorio pourra répondre peut-être à ce sujet-là tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu restes sur scène et puis je rappelle Mehdi et Khalil également pour cette petite séance de questions-réponses. Si on peut voir les questions affichées, s'il vous plaît. Alors la première question pour vous trois, finalement, c'est quels sont aujourd'hui, à ce jour, les principaux freins pour une adoption massive des robots en milieu industriel? Qui veut commencer? Khalil? Moi, je dirais il y a pas vraiment beaucoup de freins en fait aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment passé dans le monde robotique et le plus important, c'est toujours le ROI en fait. Ouais. Donc ça a été dit, je crois qu'au début, donc il y a un vrai calcul, un industriel, il compte, donc il va compter son ROI et il faut qu'il y ait une démonstration déjà en fait que l'ROI en fait est faisable. Et après, il y a un autre sujet, c'est la pénibilité. Donc, et je pense que ça, c'est un des sujets importants aujourd'hui. Et après, il y a l'emploi, trouver de l'emploi et pouvoir en fait, c'est-à-dire pérenniser en fait un peu les opérateurs dans des tâches un peu à valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il y a très peu de freins aujourd'hui. Mehdi, tu veux ajouter quelque chose peut-être ou sur ces freins que tu vois, toi, en tant que start-up et quel frein tu aimerais que soit levé pour pouvoir déployer plus rapidement? Bien sûr, alors je peux ajouter un petit peu la vision qu'on en a. Moi, je commencerai par me poser la question, qui déploie les robots dans l'industrie? Alors, ce ne sont pas les fabricants de robots. Les fabricants de robots vous vendent un robot dans un carton et c'est tout ce qu'ils feront. Donc, les clients ne sont pas non plus ceux qui les programment en général. Eux, ils vont exploiter une machine. Donc, entre les deux, existent ce qu'on appelle des intégrateurs système ou des assembleurs, des gens qui vont acheter un robot, une caméra, rajouter du logiciel, de l'IA, et puis en faire quelque chose. Et en fait, le principal frein à l'adoption massive, pour moi, c'est celui de l'adoption par ces intégrateurs-là. D'une part, parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'étendue de ce que la technologie peut offrir. Aujourd'hui, vous avez de la vision avec de l'optique. Vous pouvez savoir quel est le matériau d'un textile avec des précisions jusqu'à 0,1%. Très peu d'intégrateurs savent que ces technologies existent. Et donc, en fait, il y a vraiment une question de transfert de la technologie entre ceux qui la fabriquent, ceux qui fabriquent le composant et les équipementiers qui fabriquent donc les composants originels, et ceux qui vont les utiliser. Et je pense que c'est là où il faut vraiment mettre toute l'énergie sur déjà rendre accessible l'information, ça existe, et ensuite rendre l'utilisabilité, rendre ce matériel et ces technologies utilisables. Et une question suivante, quels sont pour vous les déclencheurs qui vont permettre au robot de se développer? J'imagine le ROI, on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a la technologie, mais également le prix. Alors effectivement, il y a une guerre des prix aujourd'hui. Les robots sont en train de coûter beaucoup moins cher plus le temps passe. Déjà, quand on regarde Unitree par rapport à Boston Dynamics, les premiers Boston Dynamics, les petits chiens étaient à 20 000 euros. Unitree, c'est 2 000. Tout à fait. Alors, le prix fait partie de l'équation, évidemment. Maintenant, il y a vraiment une énorme quantité d'opérations qui sont faites manuellement et qui seraient extraordinairement rentables si on les robotisait. Ouais. Il suffit de trouver la technologie fiable, pas la promesse. Vraiment, c'est ça la différence fondamentale. Il faut que la technologie soit fiable, soit industrielle. Et je pense que le déclencheur aujourd'hui, il y a aussi un déclencheur dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'on programme des robots aujourd'hui avec du code propriétaire, des protocoles des années qui datent de 20 ans, alors que les écoles ne forment plus à ce genre de technologie. Je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage un automaticien, on n'en fabrique plus, on fabrique des informaticiens aujourd'hui. Et la nouvelle génération d'ingénieurs informatiques s'attend à coder en Python, en C++. Aucun robot n'est codé en Python aujourd'hui. Donc en fait, il y a vraiment une transition, il y a une révolution logicielle qui est en sous-texte, qui accompagne l'intelligence artificielle dans son sillage, qui est en train de se produire. Et je pense que ça, c'est un élément déclencheur majeur qui est en train d'arriver sur le marché, celui du coup du monde logiciel qui s'installe dans l'industrie.
Et peut-être la dernière question sur effectivement l'impact sur l'emploi, l'organisation du travail, c'est des choses sur lesquelles vous êtes attentif? Tout à fait. Je parlais tout à l'heure du fait que les experts peuvent reprendre le contrôle sur les machines, un petit peu comme les financiers reprennent le contrôle sur leur BP grâce à Excel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des transitions qui sont vraiment bien accueillies chez les clients finaux. On est attendu là-dessus aussi par nos clients, donc effectivement, il y a aussi une transition organisationnelle. Ça rejoint d'ailleurs la question de l'impact de l'IA sur la transformation du travail. Et donc, je vois sur scène, là, enfin, dans l'auditoire, la directrice exécutive d'Impact AI qui s'intéresse, qui est un collectif dans lequel le groupe est d'ailleurs présent, qui s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, mais le travail et puis bien sûr l'éthique. Donc, c'est un élément clé, je pense. Pardon, oui, j'ajouterais en fait un point important. Je pense que la conduite du changement de notre client, c'est vrai que celui qui en a déjà beaucoup, comme dans l'automobile, hein, c'est vrai qu'il est vraiment rompu à ça, donc ça pose pas de sujet. Mais les premiers pas qu'on fait avec un client en tant qu'intégrateur, ils sont importants. Et souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, voilà, intégrer en fait ou dessiner une machine, ça se fait en fait en 3D. En fait, une opération de mettre ça avec des lunettes pour recevoir en fait ça avec notre client qui se projette déjà en fait dans son usine, il commence à s'approprier, il commence à mettre des modes opératoires sont importants aussi dans ce changement-là. Et je pense que ça accompagne aussi après l'autre client à déployer ça dans l'usine et faire la conduite, et surtout sociale en fait, hein, parce que les opérateurs sont toujours là, mais il faut après les valoriser autrement en fait. Merci beaucoup, merci à tous les trois.